À la version longue cette semaine, je reçois Nathalie Collin qui œuvre dans le communautaire depuis plusieurs années et est maintenant à la barre de Complices alimentaires. Là, je ne ferai pas toute l'explication ici, on en a parlé abondamment, mais essentiellement, c'est un organisme en fait qui vient travailler sur l'accessibilité alimentaire, l'accessibilité aux fruits et légumes en partenariat avec plein de producteurs de la région. C'est un truc qui est en branle depuis 2019, là, mais vraiment les 2 dernières années, là, c'est là que c'est la mise en place. Et c'est par, en partie, ils ont placé des congélateurs à certains endroits sur le territoire. Là, il y en a 7-8, ils veulent monter à 15, 12-15 sur le territoire. L'idée, c'est des congélateurs libre-service où les gens vont pouvoir payer, mettre un montant. Il y a plusieurs tarifications et on paye selon ce qu'on est capable de payer. C'est vraiment une belle initiative et vraiment une belle discussion. J'espère que vous allez apprécier. On s'était rencontrés il y a plusieurs années pour une autre émission et tu étais présidente du CA de la Coop Racine à l'époque et je te l'ai dit hors d'onde, mais moi souvent les présidents, les présidentes dans ce type d'émission-là, je dis ah oui, je vais leur garder un 5 minutes parce que ça dédoublait souvent puis je me rappelle, mais là quand je sais plus c'était qui j'avais contacté, ils m'ont dit ah mais ça prend Nathalie dans l'émission, ça prend Nathalie. Je pense que la première question c'est 20 minutes. Oui. Puis j'étais vraiment comme oh ok vraiment tu sais puis une passionnée de la localité, du secteur puis du communautaire. Fait que je me suis dit, il faut qu'elle vienne à mon émission. Alors, merci beaucoup. Là, ça fait à peu près 15 ans là, que je baigne dans le milieu communautaire. Ouais. Donc, j'avais un parcours qui était plus... j'ai travaillé dans le milieu scolaire, j'ai été enseignante. Je parle au niveau collégial, là, pas au niveau primaire, secondaire, au niveau collégial. Par la suite, travaillé dans les CPE comme direction. Et il y a eu une opportunité dans le communautaire à la Maison des jeunes de Huntington. Puis c'est à partir de là, je suis tombée et là, la passion, j'étais déjà passionnée parce que je suis une personne très impliquée dans la communauté, mais que là, il y avait la place à faire des vrais changements puis à contribuer à améliorer nos communautés. Moi, c'est ce qui me motive énormément, c'est le développement de nos communautés. Puis comment, ensemble, on peut soutenir les personnes qui sont plus vulnérables ou les personnes, mettons, les nouveaux arrivants aussi, les personnes, l'accueil des gens. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis, de fil en fil, je passe d'un projet, puis un beau projet là, que je viens de présenter aujourd'hui, là, qui est les Complices alimentaires. Les Complices alimentaires. Mais juste avant de rentrer, parce que tu m'as ouvert un peu la porte du communautaire, mais... Tu sais, c'est sûr que, mettons, quand je parle aux gens du communautaire, c'est évidemment des gens passionnés, mais il y a quelque chose des fois qui peut être éreintant dans ce système-là parce qu'on donne beaucoup de temps, on donne beaucoup d'heures, puis la passion vient souvent jouer dans « Ah, je veux donner, je veux faire de quoi », mais ce qui est intéressant, c'est l'idée que tu amènes que, justement, c'est la communauté, c'est les gens qui se mettent ensemble parce qu'il y a un problème X ou il y a un truc, puis dire « on se met ensemble, on met nos forces, notre énergie, puis on y va », puis il y a quelque chose peut-être qui est satisfaisant là-dedans dans ce... Oui, ce que tu nommes là, c'est vrai parce que il faut des gens passionnés, OK? Parce que je vais le dire, on n'est pas nécessairement toujours reconnus dans nos communautés comme des travailleurs équivalents à d'autres. Les salaires sont pas alléchants dans le milieu communautaire non plus. Fait qu'il faut vraiment avoir des êtres très passionnés pour être là, puis faire le travail qu'on fait. Puis moi, ce que j'aime et ce que je vois de plus en plus depuis quelques années, c'est cette volonté-là de plusieurs partenaires de travailler ensemble, de partager notre expertise, comme tu le nommais, nos forces, notre richesse, qui fait que maintenant, on aborde un enjeu dans une communauté, mais on la réfléchit vraiment avec des gens qui sont en interdisciplinarité. C'est qu'on vient de sphères totalement différentes, puis habituellement, on ne travaillait pas ensemble. Fait que là, ça amène des synergies, des façons de travailler qui sont extraordinaires. Moi, je trouve que le milieu communautaire, dans les dernières années, a pris une nouvelle dimension puis une nouvelle façon de faire les choses. Oui, je le sens aussi, mais ça fait 11 ans que je travaille ici, fait que j'ai côtoyé beaucoup le communautaire par la bande, tu sais, avec notre territoire, puis on le sent, tu sais, l'espèce de... Ouais, les gens se mettent ensemble, au lieu d'être dans ton silo,
Des fois, il peut être, tu sais, parce qu'il y a tellement à faire, tu sais, on peut s'épuiser à, OK, mais de comprendre qu'il faut prendre le temps entre organismes, Et ça prend un temps. Ouais. OK? Nous, on l'a travaillé énormément dans les complices. Les gens disaient, ça va-tu aboutir, ce projet-là? Et les gens ne comprenaient pas qu'on était, au départ du projet, on avait tous la même volonté. On voulait tous travailler l'enjeu de la sécurité alimentaire, mais on restait dans le modèle traditionnel que tu parlais, dans la posture traditionnelle. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que on essayait de rentrer un projet qui était innovant dans une ancienne boîte de carton. Ouais, okay. Et là, les gens ont dit, non, il va falloir qu'on travaille différemment. Ouais, fait qu'on a travaillé beaucoup les apprentissages communs aussi. Tu sais, quand on s'était rencontrés la première fois, on parlait d'économie sociale, puis ça fait plusieurs années. Puis quand je te disais, tu parles d'économie sociale, puis les gens te regardent avec des grands yeux, tu parles de quoi? Bien, aujourd'hui, les gens savent, mais comment on le fait et comment on le fait en innovation sociale? Bien, c'est des apprentissages. Puis ça, on le fait de façon magistrale dans les complices avec les 50 partenaires. C'est quelque chose. C'est beaucoup de gens qui se sont mis à réfléchir ensemble avec toutes les nouvelles valeurs du communautaire maintenant. Comme tu dis, plus de silos. On veut travailler ensemble parce que quand on met la personne au centre, il faut arrêter de faire des images, mais ça fait des années. On met la personne au centre. Oui, mais on intervient tout en silo. Ouais. Mais là, si on la met au centre, mais qu'on travaille ensemble, bien, à ce moment-là, on fait vraiment... Moi, ce que j'ai maintenant, c'est une image, tu as une personne au centre, puis tu as un rayon de personnes autour maintenant qui collaborent, puis qui essayent de maximiser nos efforts parce que, malheureusement, on ne peut pas travailler en silo. Les gens qui travaillent en silo, malheureusement... puis les financements aussi. Maintenant, les financements qui sont accessibles, on parle de projets en collectif, en mutualisation des ressources. Donc, si on parle de collectif, de mutualisation des ressources, bien, il n'y a plus de silo, là. Il faut savoir se parler. Exactement. Donc, on a travaillé à apprendre à se parler, à respecter chacun, mais c'est ce qui fait que je pense que le milieu communautaire va être un très beau modèle à observer. Les entreprises d'économie sociale qui se développent en ce moment, ce sont des super beaux modèles de développement des communautés que je pense que les élus locaux doivent regarder de plus près comme nouveaux modèles pour donner une force à nos régions. Oui, c'est ça. Ouais. On va rentrer dans les complices parce que là, on le nomme depuis tantôt. Je le nomme depuis tantôt. Je suis tellement excitée. Oui, c'est ça. Allons-y tout de suite parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais donc, les complices alimentaires, qui avait un autre nom que tu m'avais dit, le projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires. Oui, bien ça, c'est un nom de subvention. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, ce qu'il faut savoir, en 2019, la Direction de la santé publique, la Montérégie-Ouest, a fait un appel à projet dans le cadre d'un programme de lutte à la pauvreté, puis c'était de soutenir des projets qui allaient rendre accessibles des fruits et légumes à l'année pour tous. Fait que l'objectif là-dedans, et là, quand ils ont reçu les appels à projets, ils se sont dit, hey, il y en a 5 qui se ressemblent. Okay, ouais, c'est ça. Parce que moi, j'étais dans un projet dans le Haut-Saint-Laurent avec la table sécurité alimentaire. On avait fait un projet pilote avec Moisson Sud-Ouest de récupération des denrées et ça faisait 3 ans qu'on travaillait là-dessus. Fait que les gens autour, les autres MRC disaient « Hey, on devrait faire comme le Haut-Saint-Laurent. Okay. » C'est une bonne initiative. La direction de la santé publique suivait le projet, avait financé une partie du projet dans le Haut-Saint-Laurent. Et là, la direction de la santé publique, à l'époque, il n'y avait pas de COVID. On était à Beauharnois, on devait être au moins 40 dans la salle. On était dans une petite salle au CLSC, collés un sur l'autre. Et ils nous ont demandé, est-ce que ça vous tente de faire un projet collectif, en entrepreneuriat collectif, à la grandeur de la Montérégie-Ouest, en mutualisation. Fait que là, on parle de 5 MRC. Oui, OK? Pas rien. C'est pas rien, hein? Donc, les gens ont dit oui. Mais moi, depuis le début, là, j'étais là, moi aussi, j'étais emballée. J'ai dit oui, mon Dieu, quelle bonne idée. Puis moi, j'ai dit, on a dit oui, on s'est mariés.
mais on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Fait que moi, j'ai embarqué dans le projet au démarrage pour soutenir un comité. Vu que j'étais du Haut-Saint-Laurent, qui était dans le projet pilote dans le Haut-Saint-Laurent, ben j'ai dit, je vais aller dans le comité financement pour soutenir les rédactions pour trouver le financement. Mais pour que la direction de la santé publique regroupe tous les financements, il fallait que les 5 MRC de la Montérégie-Ouest disent on embarque, on soutient le projet. Pas juste, oui, c'est un beau projet, on va mettre de l'argent pour 2 ans. OK? Donc, ça, c'était tout un défi. Fait que là, on a fait la tournée des MRC, faire des présentations. Donc, je suis allée avec une de mes collègues du CLD de Jardin de Napierville. Vous voyez, là, au Saint-Laurent, avec le CLD du Jardin de Napierville, va faire des présentations un peu partout. On obtient l'approbation des 5 MRC. Par la suite, la direction de la santé publique accepte de financer le projet. Puis, il y a eu d'autres bailleurs de fonds. On ne va pas se perdre là-dedans, mais on a travaillé là-dessus. Par la suite, ils ont décidé qu'en mars 2020, ils embauchaient une ressource chargée de projet pour les complices. Alors, une de mes amies organisatrices communautaires a dit « Pourquoi tu n'y vas pas? » J'ai dit « Ben non, là, je vais être impliquée dans le projet comme partenaire, comme directrice de maison de jeunes de Huntington, mais... » Elle dit non. Elle dit, tu as la vision, il faut que tu y ailles. Fait que j'ai passé les entrevues de sélection, puis je me suis retrouvée à être chargée de ce magnifique projet-là, les complices alimentaires. L'objectif des complices, là, il y a 7 grands objectifs aux complices alimentaires. Et un des premiers qui est très important, c'est au niveau de l'accessibilité alimentaire à des fruits et des légumes dans les communautés mal desservies ou dans des milieux plus défavorisés ou des choses comme ça. Donc là, on avait à développer ça. Par la suite, il y avait la bonification de l'offre alimentaire dans les milieux défavorisés, dans les écoles. Donc, c'est sûr qu'avec les services alimentaires, qu'on avait déjà un partenariat dans le cadre du projet pilote dans le Haut-Saint-Laurent, on a parti avec eux. Avec le Club des petits déjeuners du Québec, on est en train de développer aussi dans le Haut-Saint-Laurent, mais par la suite, on voudrait aller dans les autres MRC. Tu sais, on part tranquillement, les complices. On ne part pas à grand V non plus. Il ne faut pas frapper le mur. Après ça, un élément qui est hyper important, c'est l'intégration sociale et professionnelle des individus. Ça, on est en train de travailler. On va travailler dans la prochaine année ce qu'on appelle notre parcours à l'emploi. On veut redéfinir l'intégration des individus dans le respect des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les subventions salariales qui existent présentement, ce que ça fait, c'est vraiment c'est 30 semaines, 20 semaines. Et puis, il faut au minimum 30 heures. Mais quand tu es loin du marché du travail, nous, on parle de pré-employabilité dans les complices. Donc, ce que ça fait, ben, on commence le travail à la journée. On travaille le travail à la demi-journée. Il n'y a pas de subvention qui existe pour ça. Puis nous, on veut que ces jeunes-là soient rémunérés, qu'on développe les habiletés. Puis des fois, c'est des jeunes, ça peut être des nouveaux arrivants aussi. L'objectif, c'est ça. Donc, il y avait ça et soutenir tout ce qui est l'économie circulaire, la gestion des matières résiduelles. On récupère des fruits et légumes. Donc, avoir des opportunités d'affaires parce qu'on est une entreprise d'économie sociale, de pouvoir donner une seconde vie aussi à nos résidus. Fait que vous voyez, là, c'est très, très gros. On touche à plusieurs grands enjeux de la sécurité alimentaire parce qu'il ne faut pas faire... il y a une différence entre insécurité et sécurité alimentaire. Puis nos points de vente, bien, c'est ça que ça reflète, c'est ta tarification sociale. Donc, c'est ça, les complices à grandeur de la Montérégie. Puis là, on a 7 points de vente. Oui, peut-être expliquer ça, là. Ça se traduit pour l'instant dans des points de vente, donc des congélateurs que vous mettez à des endroits, dans des organismes ou ça dépend. Atypique complètement. Oui, c'est ça. On est en temps, parce que les complices, là, il faut qu'on comprenne, on a un modèle d'affaires, mais on est toujours en pilote, quelque chose. Moi, je dis, on construit l'avion pendant qu'il vole. Donc, des fois, on pogne des poches d'air, puis là, il faut se réaligner. Mais c'est ça, l'innovation sociale, c'est qu'on essaye des choses parce que ça ne s'est jamais fait avant. Je donne des exemples très concrets. On a
3 types de congélateurs. Ouais, On a OK. le congélateur libre-service. Ce congélateur libre-service, c'est que on n'a pas besoin. C'est une machine distributrice, tout OK. simplement. Il y a un panneau numérique, comme on voit dans les restaurants là, où on peut précommander Ouais. d'avance. Donc, vous arrivez au congélateur, vous avez un panneau numérique, vous choisissez vos produits, vous tapez votre carte, le congélateur se débarre, vous prenez vos fruits ou légumes congelés et vous quittez. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacun de nos points de vente, OK, donc nos congélateurs libre-service, quand je dis c'est atypique, on est dans le bureau de poste à Hemingford. OK. C'est la première fois là, qu'on voit ça. Là. Je pense à travers le Canada là, qu'on a un congélateur libre-service de fruits et légumes pour la population. Donc, on est au bureau de poste à Hemingford. On est à Sherrington. Avec la municipalité, on a développé un partenariat. Okay. Donc, eux, ils voulaient pour leur population, à côté de la bibliothèque, il y a un congélateur libre-service comme ça. Et dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, il y a le CLSC puis il y a la MRC. Au sous-sol, on a un congélateur comme ça. Après ça, les autres congélateurs, c'est avec nos partenaires du milieu communautaire. Donc, on en a un au Cap-Soulanges, dans la friperie. On a qui commence, on a Sourire sans fin aussi, OK. dans la friperie de Sourire sans fin. Ça, c'est Saint-Rémy. C'est Saint-Rémy. Okay. Par la suite de ça, à Dundee, à la mairie, Okay. au sous-sol, à la mairie, il y a un petit. Là, c'est très, très basique, un petit tombeau, tandis que les autres, c'est toujours des gros congélateurs vitrés. Mais lui, c'est un petit tombeau, mais la population n'est pas élevée, mais on va desservir comme ça. Donc, dans les prochains mois où on est en train de travailler, c'est d'en mettre un dans la ville de Châteauguay aussi. Okay. On est en train de travailler, on ne peut pas dire où, parce qu'il faut travailler fort, mais on fait toujours des lancements. Fait que la population va être au courant. Et par la suite, notre objectif, un à Châteauguay, un autre dans Vaudreuil, puis peut-être dans le coin de la Prairie aussi, on aimerait. Donc, l'objectif, c'est d'avoir entre 13 à 15 points de vente comme ça, d'approvisionnement. Aussi, on travaille un beau projet, la Beauharnois-Salaberry, un endroit aussi qui va être très stratégique. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec les partenaires locaux, mais on a des critères pour dire pourquoi on met ce congélateur-là et à quel endroit et quel type d'équipement on utilise. Est-ce que c'est des équipements libre-service ou c'est avec la vente? Puis on va essayer des nouveaux modèles aussi de congélateurs à tarification sociale. C'est quoi la tarification sociale? Bien, c'est simple. Il y a 3 prix. OK. Donc, on a nos 3 prix. Il y en a un qui s'appelle Jeune Pousse. C'est le prix le plus bas. OK. Il y a Récolte qui est le prix moyen. Puis il y a le prix Solidaire. C'est le prix qu'on devrait retrouver près du prix de l'épicerie. OK. C'est-à-dire que quand moi, j'achète Solidaire, je donne un exemple d'un produit, j'achète un produit, moi, comme Solidaire à 4 $, mais je permets à quelqu'un de ma communauté d'aller dans ce congélateur-là et de payer 1,25 $, le même produit, le même sac. Donc, dans les complices, c'est la solidarité des gens pour que tout le monde ait le droit à une saine alimentation. Fait que c'est ça notre grand objectif, là, c'est on veut que tout le monde aille dans ces congélateurs-là, qu'on ne dise pas c'est des congélateurs juste pour les personnes à faible revenu. Non, c'est ça. C'est le fait d'y aller aide l'autre. Ouais. Et on dit aux gens, vous n'êtes pas obligé de tout acheter dans le solidaire ou de tout. Oui, c'est ça, on peut moduler. C'est ça. Quand on est dans la machine libre-service, moi, j'achète tant de produits dans Récolte, mon budget est 20 $ pour cette semaine. Je fouille dans la machine, puis je me fais mon budget, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on module, oui, c'est ça. Puis l'idée, parce que c'est ça, il y a comme 2 axes. Donc, il y a le côté sécurité alimentaire pour les gens peut-être qui ont plus de difficultés. Ouais. Puis maintenant que l'épicerie coûte cher. Mais il y a aussi le côté accessibilité, dans le sens qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'épicerie. Les sont loin. Fait que c'est pas nécessairement c'est ça. C'est pas on va là parce qu'on a de la misère à arriver. C'est parce qu'on veut avoir accès à quelque chose. Je donne un exemple. Une personne âgée qui doit faire 15 à 20 kilomètres pour aller se rendre à la première épicerie, le fait d'avoir un congélateur de proximité comme ça, elle va avoir des légumes, puis elle peut se concocter des super beaux produits. Puis ce projet-là pourrait pas être possible parce que les légumes, il faut qu'on les prenne à quelque part. Hein?
c'est nos producteurs maraîchers qui ont embarqué dans ce beau projet-là, qui sont issus quasiment de tous les territoires. Pas tous encore, mais on en a quelques-uns partout. Ouais. C'est sûr qu'on a travaillé plus fort dans les jardins de la Pierreville. Ouais, c'est normal. C'est là qui sont les producteurs maraîchers. Ouais. Puis, on a des partenaires qui nous permettent d'avoir une belle variété de produits. Puis, on a eu une entente aussi avec le centre de formation Les Moissons, qui, avec le centre scolaire des... Moi, là, je suis encore sur la commission scolaire. Tu comprends? Le centre de service scolaire Vallée des Tisserands, ils ont une formation en horticulture. Donc, oui, c'est vrai. Donc, on a récupéré ce qu'ils n'avaient pas vendu. Fait que ça nous a donné des produits vraiment variés. Fait que c'est ça. Donc, on travaille là, on a un enjeu, c'est l'approvisionnement à l'année. Donc, mais il y a des productions en serre. Il y a des productions aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des producteurs maraîchers qui ont des chambres réfrigérées et qui trient à l'année. Okay. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aller récupérer 12 mois par année pour maintenir nos parcours à l'emploi. Parce que l'enjeu des gens, quand on commence à les mettre sur le marché du travail, on ne veut pas juste faire saisonnier, c'est-à-dire de mai jusqu'en novembre, puis par la suite, les remettre dans l'inaction. Fait que notre objectif, c'est d'arriver à avoir ces produits-là l'année pour pouvoir faire travailler nos gens. Là, on a un plateau de parcours à l'emploi. Il y a un deuxième qui va être dans Beauharnois-Salaberry, à Valleyfield. D'ici là, et c'est des choses techniques, parce que quand vous partez une cuisine de transformation, il y a beaucoup de règles à respecter dans un projet comme ça. Donc, on est en train de finaliser les choses et on devrait commencer une deuxième cuisine de parcours à l'emploi. Puis l'objectif, l'an prochain, si tout va bien, parce que le hub de Roussillon, qui est en train de se développer, dans leur plan d'affaires, ils ont mis les complices alimentaires. Donc, on devrait... Où ils vont s'installer, le hub Roussillon, avoir une cuisine complice là-bas aussi. Fait que ça va couvrir, avec 3 cuisines, on pense qu'on serait capable de bien alimenter nos congélateurs, nos points de vente. On pourrait peut-être expliquer ça, l'espèce de travail derrière, parce que justement, l'idée bon, il y a les liens avec les producteurs, les chercher, mais il faut aller chercher, tu sais, peut-être expliquer ça, cette chaîne-là, d'aller chercher les aliments, de les ramener parce que ça prend de l'endroit pour le stocker. Il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, tantôt, quand je parlais logistique mutualisation, là, on n'est pas une grosse équipe. On est 4, puis ça inclut notre chauffeur de camion. OK? Fait que je veux juste dire, les complices, on n'est pas une trentaine à travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est divisé le travail, puis on travaille avec la plateforme Toucan, une plateforme de gestion logistique. C'est la même plateforme que Banque Québec utilise pour faire la gestion de ses entrepôts, de réception de ses dons. Donc, nous, on est en train de l'adapter à un milieu, à l'entreprise qu'on est, nous, les complices. Mais il y a énormément de logistique, il y a énormément d'enjeux. On a créé un partenariat avec la rencontre Châteauguoise ici à Châteauguay pour partager un espace réfrigéré. Nous, on appelle ça nos hubs de proximité, c'est-à-dire que j'ai des espaces congelés à certains endroits, mais on veut développer des chambres congelées mutualisables. Ça veut dire qu'on pourrait être plusieurs partenaires qui utilisent ces mêmes chambres congelées-là pour les rentabiliser puis couvrir les coûts. Fait que ça, on va travailler ça parce que mon enjeu en ce moment, c'est les chambres congelées, les chambres réfrigérées. On avait un petit camion de service réfrigéré qu'on a acheté l'année passée. On a un deuxième en commande qui est beaucoup plus gros parce que le petit camion, c'était une opportunité qu'on avait trouvée. Il était neuf. Il répondait pour... lorsqu'on va avoir le réseau des 15 congélateurs, il va y avoir quelqu'un à temps plein qui va travailler juste à aller approvisionner en produits. Donc, c'est vraiment un petit camion de service. Ouais. Mais là, cet été, là, il a fait au-dessus de 10 000 kilomètres, ce petit camion-là, OK? Parce qu'il n'y a pas une grande capacité à l'intérieur.
Donc, des fois, au Serre-le-Fort, à Sainte-Clotilde, il fallait faire 2-3 allers-retours la même journée pour aller chercher les dons qui nous étaient donnés pour le projet. Ouais. Fait on va avoir bientôt l'autre camion, on va avoir un deuxième chauffeur. Ça va nous permettre d'aller récupérer des plus grandes quantités pour alimenter nos cuisines. Mais c'est sûr que on doit gérer tous les stocks, les cuisines qui produisent. Pour eux, c'était un changement parce que maintenant, il y a des règles à suivre. Ben, ils suivaient les règles. Mais non, ils suivaient déjà tout ça. Mais tu sais, je veux dire, des règles de production. Si on t'envoie de la carotte, on veut de la carotte tranchée. On la veut pas râpée. On la veut pas. Tu peux pas décider parce qu'on a des tables de valeur nutritive qu'on a dû faire. Parce que quand on vend des produits, il faut respecter toutes les lois sur l'étiquetage. Oui, c'est... OK? Puis il faut faire de la traçabilité. Il faut avoir des numéros de lot de production. Fait que quand on disait, tu sais, derrière tout ça, ben la première étape, c'est de convaincre les producteurs d'embarquer avec nous. Ouais, du sérieux. Ça prend des produits. Fait que c'est ma collègue Sylvie Gamache qui, elle, quand le petit camion était libre cet été, qui se promène, elle va rencontrer les gens. Elle va aux fermes, elle va les voir. Elle présente le projet. On sait que les producteurs sont énormément sollicités pour différents projets. Mais là, on voit que les partenaires qui sont avec nous ont vraiment compris que les complices alimentaires, ben, c'est vraiment un collectif de partenaires qui travaillent ensemble pour plusieurs objectifs. Tu sais, donc, il y a des producteurs qui vont embarquer parce qu'ils savent qu'on soutient le club des petits déjeuners dans une partie d'une région. Donc, on améliore l'offre alimentaire des jeunes le matin ou à l'école en offrant des produits qu'on ne retrouve pas en cafétéria d'école habituellement. Donc, ça, c'est dépendamment. Il y en a d'autres, ben, c'est le côté environnemental, économie circulaire. Donc, eux, ils n'ont pas produit ces produits-là pour en faire du compost. Donc, la fierté. Fait qu'on travaille ça. C'est sûr qu'on aimerait, à plus ou moins long terme, d'être capable de pouvoir acheter les denrées, tu sais, donner pour le travail fait, au moins donner un minimum pour les légumes déclassés. Mais on n'est pas rendu là au niveau de notre financement. C'est toujours des enjeux de financement. Mais oui, il y a un gros travail de logistique. Et après ça, on travaille, nous, la gouvernance est assez particulière chez les complices. Oui, c'est ça, parce qu'avec autant de gens... Autant de gens. Fait que la façon qu'on l'a décidé, puis là, on est rendu à la version 3.0 en 2 ans, c'est qu'elle a pris une maturité par l'expérimentation qu'on a fait. Donc, on a ce qu'on appelle, pour l'instant, on devait en avoir 4 cercles, mais c'était très ambitieux. Là. Les partenaires, je trouvais qu'on était partis, ouf, on en voulait, là, on aime travailler ensemble. Fait que là, on a dit, on va en faire 2. Puis après ça, s'il y a un besoin d'en créer un autre cercle, donc ce qu'on appelle, nous, c'est des cercles d'opération et d'apprentissage aussi. Donc, dans ces cercles d'opération-là et d'apprentissage, bien, c'est là qu'on réfléchit les enjeux. Oui, on a un conseil d'administration qui ont le dernier mot, mais c'est vraiment décisionnel, ces cercles-là. C'est là que les experts, les partenaires du territoire se retrouvent. Puis, des fois, ben, on a besoin d'accompagnement, de ressources. Fait qu'on a mis un écosystème d'accompagnement. Fait que des fois, je fais venir des gens avec des spécialités très spécifiques. Comme je disais tantôt, ben, quand on a des enjeux de logistique, ben, lui, il est là, il a tout le schéma logistique en tête. Donc, il peut nous aiguillonner, dire, ben, c'est comme ça, avez-vous pensé à ça? Donc, on s'entoure d'experts aussi parce qu'on n'est pas expert dans tout. Moi, je peux vous le dire, dans les complices, on apprend énormément cette façon de faire-là. Il faut comprendre les règles aussi qui régissent les entreprises maraîchères, c'est-à-dire il y a des règles à respecter, ils ont des cahiers de charges, eux, il y a beaucoup de normes là, dans ce milieu-là. Fait qu'on travaille là-dessus, mais c'est à travers nos cercles. Puis cette année, on a le parcours à l'emploi, on va travailler fort à développer nos projets pilotes, on va le tester. C'est ça qui est le fun. Tu sais, au lieu de faire un projet, c'est qu'en innovation sociale, ben, tu fais émerger, tu testes, puis après, tu finalises ton modèle. Donc, ça nous donne le temps. Fait que des gens ils disent pourquoi c'est long? Ben, il faut tester avant. Il ne faut pas être rigide. Il faut être très
flexible quand on embarque dans un projet comme ça. Parce que si tu es une personne qui est très, très, très rigide, là, c'est difficile pour toi. Parce que je disais à la blague, la semaine dernière, on a fait les lancements de nos congélateurs, nos points de vente, puis je disais, les plans, là, t'en avais un, 3 mois après, tu dis, j'ai travaillé, faut que je recommence, ça marche pas. Faut repenser, faut réfléchir à nouveau. Fait que c'est comme ça, c'est vraiment stimulant. Oui, ça, je m'en ai dit. Il y a quelque chose de stimulant parce que tu essaies de toujours trouver la solution à cette espèce de casse-tête-là. C'est parce que les gens n'ont jamais travaillé ensemble. Non, fait que là, on s'assoit, que tu as un producteur maraîcher assis à ton comité en train de réfléchir, il t'explique ses réalités, ses enjeux. Puis là, tu réalises des choses. Il faut qu'on prenne tout ça en considération là, parce que dans le fond, ce système alimentaire-là du territoire, nous, on veut s'insérer dedans, mais il faut comprendre comment il fonctionne. Puis les gens, il faut qu'ils voient aussi l'objectif. Parce que des gens, ils disaient, ça, on l'a entendu beaucoup, mais vous vendez vos produits. Nous autres, on pensait que vous les donniez. OK? Oui, on en donne une partie aux moissons. Tu sais, quand on a une trop grande quantité de produits, des fois, on va leur donner conditionné ou des fois, on va leur donner frais, dépendamment de nos enjeux. Puis de la capacité de nos cuisines aussi de transformer. Mais c'est que derrière ça, il y a une mise en marché. Il y a des camions à faire rouler. On peut pas, puis on a été financé pour une accessibilité économique à tarification sociale. C'était ça l'objectif des complices. Fait qu'on ne peut pas être dans l'insécurité alimentaire, on est dans la sécurité alimentaire parce qu'on veut améliorer les conditions de vie des gens de nos communautés. Et comme je disais, vendre un sac de 500 grammes à 1,50 $ de poivrons ou de choses ou de maïs, c'est pas cher. Là. C'est quasiment donné. Ça couvre à peine les frais d'emballage et de transport. Là. Tu sais, quand les gens me disent, si je calculais le coût de revient pur, il faudrait que je les vende pas à tarification sociale. Il faudrait que je les vende le même prix pour tous. Donc, on espère que les gens vont embarquer dans l'aventure puis qu'ils vont devenir des complices puis vont aller s'approvisionner dans nos congélateurs pour soutenir les membres de leur communauté. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça, depuis tantôt, tu mentionnes sécurité et insécurité. Peut-être démystifier ça, qu'on dans le fond, là, l'insécurité alimentaire, c'est tout ce qui est aide alimentaire. On donne les aliments gratuitement. On va donner des ateliers cuisine. On va donner vraiment soutenir les gens qui sont en très forte défavorisation. Tandis que la sécurité alimentaire, on va travailler sur l'accessibilité économique. Je donne un exemple, les épiceries solidaires. OK? Eux, ils travaillent la sécurité alimentaire, eux autres aussi. On va travailler l'emploi. On va travailler l'éducation, on va travailler le transport en commun, on va travailler le logement, les logements sociaux. Donc ça, on travaille la sécurité alimentaire des gens, c'est-à-dire qu'on améliore leur capacité financière par différentes mesures. Donc, puis la sécurité alimentaire, c'est pas, on regarde pas juste l'individu, mais on regarde la communauté collectivement. L'insécurité, c'est l'individu tout seul. Puis tandis que là, c'est des actions qu'on aime dire plus populationnelles, c'est pour tous. Pour tous, oui, c'est ça. Parce que ça ne veut pas dire que, tu l'as nommé tantôt, que tu es à faible revenu, que tu ne vivras pas une situation d'insécurité. C'est dans ce sens-là. Tu sais, je veux dire, ta sécurité alimentaire, l'accessibilité proche de chez toi parce qu'il n'y a pas de dépanneur puis il n'y a pas d'épicerie, ça améliore aussi ta santé. Le but aussi, c'est d'améliorer la santé des gens par des produits. Fait que c'est ça les deux différences. Fait que nous, on parlait de silo tantôt. Puis quand la direction de la santé publique disait sécurité alimentaire, pas insécurité, on a trouvé d'autres financements pour toucher un peu au volet insécurité alimentaire. Parce que je t'explique, pour nous, on croit que si les gens reçoivent les produits complices alimentaires lors d'un dépannage alimentaire, lorsqu'ils vont dans un comptoir d'aide alimentaire et qu'ils reçoivent ces produits-là et que les produits sont introduits et après qu'on leur dise « tu peux aller
acheter d'autres pour le mois. Parce que, tu sais, on sait que dépendamment des politiques, des comptoirs d'aide alimentaire, des fois, c'est juste une fois par mois. Donc, ou des fois, c'est 4 fois par année. Ça dépend de chaque... Donc, ça permet aux gens de dire, « Hey, il y a une alternative autre pour moi de pouvoir avoir des produits comme ça. » Fait que pour nous, et aussi parfois, quand on en a trop, de soutenir des ateliers cuisine en insécurité alimentaire pour qu'on montre comment cuisiner ces produits-là. Fait que, puis c'est ça. Mais on s'est aperçu que les gens ne savaient pas quoi faire avec les choses non plus. Fait que, parce que quand on avait fait de la sensibilisation, puis on voulait donner des sacs de tomates congelées. Tu sais, les gens ont dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un sac de tomates congelées? Puis là, on a dit, mais c'est comme une canne de conserve, c'est la même chose. Fait que là, on a développé des fiches recettes aussi. Donc, on est en train de développer, là, on en a 5 de préparés. Fait qu'à côté de nos congélateurs, ça va être des petites fiches recettes, mais simples, faciles et rapides, avec très peu d'ingrédients. Parce que lorsqu'on avait fait le sondage en janvier 2022, on a eu 1200 répondants à la grandeur des 5 MRC. C'était quand même en plein COVID assez extraordinaire d'avoir autant de gens qui répondent au sondage. Dans l'analyse de notre sondage, on voulait comprendre pourquoi les gens ne mangeaient pas de fruits, des légumes. Quelles étaient les raisons ou les causes? Puis les réponses, là, c'était le manque de temps pour cuisiner. Fait que nous, les complices, là, tu sais, ils sont déjà coupés, ils sont déjà parés. Fait que si tu as une recette que tu peux faire en 25 minutes, tu lances tout dans ton chaudron et tu manges. Les gens, c'est ça qu'ils veulent avoir. Donc, on travaille avec, on disait plein de monde, on travaille avec des nutritionnistes qui travaillent au CLSC, on détermine les fiches recettes et là, après ça, on essaie aussi de travailler la littératie de nos fiches recettes. Il faut qu'elles soient accessibles pour tous. Puis tous nos outils sont bilingues aussi. Notre objectif pour nous, parce qu'on a des gens dans nos 5 MRC qui sont de la communauté anglophone. Donc, pour nous, c'est d'avoir tous les outils dans les 2 langues. Fait que c'est beaucoup de travail. On en développe une, mais après, il faut la traduire, il faut la monter, il faut faire le montage. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire, là. Donc, il y a beaucoup de petites affaires. Qui vont se rajouter. Mais c'est le fait qu'on a beaucoup de partenaires qui s'impliquent qui fait que on est capable d'avancer dans les complices aussi. Oui, c'est clair parce que c'est ça. Juste gérer, là, je reviens là-dessus, mais gérer l'inventaire, gérer le. Juste ça, c'est énorme. Puis là, c'est ça. Fait que ça prend des gens qui donnent de l'énergie, d'un souffle à tout ça. Oui, puis des gens qui y croient. Qui y croient, oui, c'est ça. Moi, je pense que le leadership est l'élément le plus important dans le développement d'un projet qu'on appelle, nous, supra-régional, parce qu'il faut. Tu sais, souvent, là, on entend là, 2 territoires de MRC travaillent ensemble, mais là, c'est 5 territoires de MRC qui travaillent ensemble. Puis c'est une belle réussite. C'est la preuve que si on arrive à se parler, si on arrive à faire tomber nos vieux réflexes, ben là, on avance. Moi, je me souviens, on était dans une réunion, puis on a tout fait ça pendant 2 ans sur Zoom. Hein? C'est ça, là, je peux juste vous dire que, oh là, tu sais, là, 40 sur Zoom qui n'ont jamais travaillé en virtuel, là, c'était des heures de plaisir. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé une journée en réunion, puis il dit, je viens de comprendre les complices alimentaires. Quand on a pris le nom, les complices, parce qu'on a travaillé, là, quand tu parlais dans le projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires, il arrive, il dit, et Jean-Christophe, je me souviendrai toujours, il dit, il travaillait à la MRC des Jardins, il dit, je viens de comprendre. Quand je viens aux complices, je ne porte plus mon sac à dos dans le dos. Je le porte en avant, j'ouvre et je sors des choses quand je sens que c'est... Je tire plus la couverte de mon côté pour me faire, moi... l'espèce d'ego de genre... tout le monde, là, il dit, pour y arriver, il faut tous qu'on mette notre ego professionnel de côté au service des complices alimentaires. Et là, le fait qu'il l'ait imagé comme ça, pour beaucoup de personnes, ça fait comme... Ça allumé. Oui, ça fait du sens. Ça fait un gros sens de dire, allons-y. Moi, qu'est-ce que je peux amener comme expertise ou qu'est-ce que je peux apprendre aussi?
Fait que tu sais, la position apprenante est très, très forte dans les complices parce que moi, j'en reviens pas, là. Tu sais, je me disais, quand je suis allée, je pensais pas, quand je disais tantôt, là, on s'est mariés. On s'est mariés pourquoi, là? Là, maintenant, je peux dire, oui, j'ai beaucoup appris. Ça m'a demandé, moi, comme professionnelle, à changer ma façon de travailler. Ouais. Énormément. Moi aussi, là, j'avais des apprentissages à faire, là, puis dire, non, c'est pas vrai. Puis là, attends, comment on doit le montrer? Comment on doit le présenter? Puis, tu sais, il y a un vieux dicton qui dit, tire pas sur la fleur, c'est pas prête, hein? Ouais, parce que tu vas tout casser. Ouais. Ben, c'est la patience. On a demandé, dans les complices, la patience était hyper importante. La transparence aussi, capable de se nommer les choses en transparence. Fait que c'est ces choses-là qu'on a travaillé, mais c'est des beaux partenaires. Moi, j'en reviens pas. J'ai découvert des gens puis le plaisir de travailler avec des gens qui ont des disciplines complètement différentes à la tienne, puis qui te disent une chose, puis tu fais, c'est du gros bon sens, ça. J'y avais pas pensé. C'est ça. Donc, ça demande de l'humilité aussi. Ouais. L'humilité de dire que je me suis trompée. Fait que dans les complices, ça fait partie de nos valeurs aussi. Là. Humilité, là, transparence, collaboration. Là. Mais ça fait partie des bons leaders, tu sais, de savoir comme... moi, j'ai mon bagage et ça, mais on a besoin des autres. Tu peux pas seul, juste je vais gérer tout ça, c'est moi qui sais tout. Et non. Ça t'as besoin de bien des gens. Puis ça prend cette humilité-là de cette portion-là, j'ai pas les capacités, donc j'apprends et guide-moi comme tu peux vers là. J'aime ça, ce que tu nommes guide-moi. Ouais. C'est d'accepter qu'on a encore à apprendre. Ouais. Puis en innovation sociale, là, ça arrive qu'on a fait des mauvais choix. Ça fait... tu sais, les gens ont de la difficulté d'admettre leurs erreurs. Ouais. OK? Parce que, non, pour moi, là, si on l'explique, si on est capable de dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, bien, ça a fonctionné. On l'a essayé. C'est juste que ça n'a pas donné les résultats qu'on croyait que ça allait donner. Ouais. Puis souvent, dans les complices, vu qu'on a un modèle d'affaires, on a un canevas, puis qui est pas... Il est très structuré, mais il n'est pas rigide. Il nous donne cette flexibilité-là d'ajustement à cause de nos pilotes. Bien, c'est ce qu'on fait. Donc, on teste, là. Puis là, au lieu de laisser ça pourrir 3-4 mois, ça ne fonctionne pas, là. OK, on se cale une réunion d'1 heure. Puis c'est ça aussi, le virtuel, là. Tu sais, les gens disent, on est tanné du virtuel. Bien, quand tu es 5 territoires de MRC, les distances sont longues. Fait que le fait qu'on a appris à travailler ensemble, à se brancher 1 heure, OK, on a tel enjeu, êtes-vous disponible 1 heure? Oui, parfait. On fait la rencontre, on en discute, on fait l'état de situation, puis on dit, OK, on va essayer ça à la place. C'est très dynamique. Puis ça garde le sentiment d'appartenance très, très fort des partenaires que de se rencontrer. En présentiel, mais ce serait compliqué là, avec autant de personnes et de territoires, de trouver à se déplacer. Il faut tout être là le mardi à 8 heures. Oui, mais on se le dit, tu sais, c'est riche aussi le présentiel de faire des événements, mais pour... maintenant, là, il faut mélanger les deux. Oui, c'est ça, exactement. Pour garder, comme je disais... La flexibilité, là, il y a un enjeu X, puis il faudra en parler plus vite que... Oui, puis l'autre élément, ça crée moins d'absentéisme aussi. Oui, c'est ça. Parce que les gens ils disent, hey, je ne vais pas faire 2 heures de route, je m'en vais pour une réunion. Là, je fais le choix. Ouais. Quelle rencontre je vais à celle qui est plus proche? Tandis que si on est en virtuel, ben, on est capable de... Puis aussi, ben, ça a un côté environnemental qu'il faudrait qu'on parle. Hein? Ça fait moins de véhicules sur les routes. C'est ça. Puis nous, on est un projet en rive qui est quand même environnemental. Hein? Le réemploi alimentaire, valoriser les légumes moches ou les légumes qui sont mûrs pas mal. Puis il faut vite les congeler avant de les perdre. Donc, je pense qu'il faut garder cette dimension-là des complices. Il y a une dimension sociale, environnementale et économique.
puis il faut diminuer nos frais d'opération. Fait que si on est tous sur la route, il y a des frais liés à ça. Avec le gaz qui monte. Oh my God, non, ça là, dans les prévisions budgétaires, on l'avait dessus, ça fait mal en Moses, le prix de l'essence en ce moment-là. Faudrait nous trouver un commanditaire pour l'essence, là, parce que, c'est... Non, mais c'est toutes des choses qu'on n'avait pas prévues. Fait qu'il faut que tu redessines ton budget, là, tu dis, ça ne marchera pas, là je vais. Fait que là, il faut que tu trouves d'autres sources de financement parce que les gens ils disent, vous fonctionnez, combien de temps vous allez avoir besoin d'être financé? C'est que nous, on paye tout le monde qui travaille dans les plateaux de travail. Puis on n'a pas été chercher de subventions salariales, à part les carrières été Canada, parce qu'on veut embaucher des étudiants de niveau secondaire qui ont 15 ou 16 ans pour avoir un travail de proximité. Parce que pour nous, les modèles de subvention ne correspondent pas aux modèles d'individus avec lesquels on travaille en ce moment. Donc, on ne serait pas capable de les faire cadrer dans une subvention salariale existante. Fait qu'on se dit, si on développe un nouveau parcours à l'emploi et qu'on prouve l'efficacité de ce parcours à l'emploi-là, est-ce qu'il pourrait être soutenu financièrement par le gouvernement à long terme, donc payer les ressources qui travaillent, mais payer les individus qui sont dans ces parcours-là. Parce que le plus gros de notre budget, c'est vraiment lié aux ressources humaines des parcours à l'emploi qui conditionnent les produits puis ces choses-là. On pourrait peut-être parler un peu plus de gaspillage alimentaire. Tu sais, on dirait que c'est quelque chose que là... le monde, on en parle un peu plus. Il y a aussi peut-être là, l'idée que là, l'épicerie, avec l'inflation, l'épicerie coûte vraiment plus cher. On dirait que là, les gens sont un petit peu plus allumés de... Tu sais, avant, je sais pas, j'achetais des carottes, des affaires à l'épicerie, puis à la fin de la semaine, j'ai perdu 2-3 carottes, puis tu vois, ça faisait partie du coût de genre, je vais en perdre. Mais là, des fois, ils m'ont coûté cher, puis là, j'ai pas tout mangé, tu sais, fait qu'il y a ça, tu sais, il y a le côté gaspillage, mais aussi le côté planification, des fois que... Oui. Je pense que c'est deux enjeux, mais la planification, c'est peut-être plus au niveau personnel. Mais je ne sais pas, y a-t-il des choses... Je pense que les gens... C'est sûr que là, on le voit, il y a des enjeux aussi pour les moissons, pour les banques alimentaires en ce moment. C'est que tous les épiciers aussi, de plus en plus, il y a des chaînes que tu peux acheter des produits en vente rapide pour diminuer le gaspillage alimentaire. Tu sais, toutes les grandes chaînes ont développé... Parce qu'il y avait une pression du gaspillage alimentaire. Mais ces produits-là qui sont vendus par des applications flash et autres, ce que ça entraîne, c'était des produits avant qui allaient vers les moissons. C'est ça. Puis que maintenant vont moins vers les moissons. OK? Fait que ça, je pense que les épiciers se sont responsabilisés aussi pour diminuer le gaspillage alimentaire. Mais le gaspillage alimentaire aussi est dans ce que nous, on applique comme norme sociale. C'est qu'on veut des légumes parfaits. OK? Ça, on n'en parle pas, là. On parle juste du gaspillage à la maison. C'est 45 des denrées sont gaspillées à la maison, là. Tu sais, dans le système, là, c'est à nous la faute. Fait que là, soit qu'on travaille sur nous, ou qu'on réfléchit. Tu sais, c'est nécessaire à dire, d'aller faire l'épicerie avec un membre de sa famille qui n'est pas sur le même toit que toi. Moi, je le fais des fois quand je vais avec ma sœur, puis on dit, OK, là, on va acheter un 5 livres de carottes, puis on se le partage moitié-moitié, parce que à la fin de la semaine, ça se peut-tu que ma carotte, ou 2 semaines, là, parce que j'ai plus d'enfants à la maison, que mes produits sont moins beaux. C'est ça. C'est de réfléchir comme ça. On le voit beaucoup là, quand on regarde en France, en Europe, ils sont très avancés pour réduire le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui font leur épicerie collective. OK? Puis là, à ce moment-là, ils se partagent les légumes, surtout les légumes et les fruits. Et mettons un gros morceau de viande, mais tout est séparé, puis ils se divisent la facture après, puis tout le monde a leur quantité. Il y a moins de gaspillage comme ça. En ruralité, où ces choses-là, c'est plus difficile à faire, je dirais. Dans les centres urbains, c'est peut-être possible. Si on a connu les cuisines collectives, est-ce qu'on pourrait connaître les achats collectifs entre individus, là? De faire un mouvement moi, si j'habiterais dans un grand centre, j'aurais peut-être tendance à vouloir partir cette mode-là d'achat citoyen, 2-3 voisins ensemble, on achète nos légumes puis on se les partage. Il y a moins de gaspillage. Il y a aussi toutes les dates sur les contenants que les gens
Voile-yoga, il est plus bon demain. Ah. Fait que là, il ne mange pas, il est encore bon, là. Ouais, ça m'arrive pas. Moi, les dates. Oui, mais il y a des gens. Il y a des gens que c'est ça. Ça stresse, ou la date. Parce la que date. Puis c'est aussi c'est marqué meilleur avant. Ça veut pas dire que c'est comme il y a un timer, là, puis. Il va c'est exploser. Pourri, ouais, c'est pourri, puis c'est fini, là, tu sais. Il faut quand même prendre le temps de le sentir, de regarder, puis on le voit, là, tu sais, si ça a viré, on va le savoir, là, tu sais. Puis découvrir la passion de cuisiner. Aussi, oui. OK? Oui. Et ça, je pense que le plus grand gaspillage alimentaire, c'est qu'on se dit qu'on va faire, mais qu'on ne fait pas. Donc, je pense qu'il faut apprendre à faire des tout-ski. Il y a des livres de recettes, là, tout ce que tu as dans ton frigo, tout ce que tu peux créer. Puis, les gens, souvent, ont peur. Ben, non, la recette, elle dit il faut ça. C'est pas grave s'il n'y a pas dedans, là. Non, c'est ça. Mais c'est tout ça. C'est toute la culture de réapprendre à cuisiner, acheter moins. Moi, je sais que des fois, ça énerve, mais aller 2 fois à l'épicerie par semaine au lieu d'une fois, si tu es proche, fait que tu gaspilles moins aussi. Puis, penser au partage aussi. C'est ça. Puis, il y en a dans les communautés qui ont des fricos libre partage, là. Ben, on peut aller mettre des carottes dans ce frigidaire-là puis se prendre une coupe de pommes en échange, puis ça fait des rotations des denrées qu'on peut avoir. C'est juste qu'il faut réfléchir collectivement, mais il y a une partie des produits qui n'arrivent même pas à l'épicerie parce que, comme citoyen, on n'accepte pas que la carotte ait 2 branches. OK? Que pour nous, elle n'est pas bonne. Elle est aussi bonne. Fait qu'il y a énormément de fruits et de légumes déclassés parce que ça ne répondra pas aux standards de l'industrie puis aux standards que nous, on met pour ces produits-là. Puis il y a un propriétaire d'une chaîne d'épicerie qui me disait, j'ai fait le test. Parce que je peux acheter des concombres de différentes catégories pour mon épicerie. Fait que j'en ai pris qui n'étaient pas la plus belle catégorie. Je les ai mis en spécial à côté de ceux au prix régulier. Ben, il dit, c'est ma famille pour moi qui a mangé les concombres pas très, un peu plus gros, tordus ou des choses comme ça. Puis je les vendais moins cher. Les gens ne veulent pas. Les gens veulent des fruits et des légumes parfaits. C'est fait ça. que tant qu'on va penser à ça, bien, il va y en avoir du gaspillage alimentaire, malheureusement. Puis moi, j'appelle pas ça du gaspillage. J'appelle tout simplement que faut pas mettre la faute sur les producteurs, là. Non, c'est ça. C'est sur nous qu'il faut mettre la faute, qu'on met les standards trop élevés au niveau de l'esthétique de nos fruits et légumes. Ça, c'est une grande partie, Si on parle pas juste de fruits et légumes, qui est mon dada parce que je suis dans les complices alimentaires, est-ce normal d'avoir autant de variétés de pain dans un comptoir, dans une boulangerie, ces choses-là? Puis combien de sacs par jour sont mis au compost de pain parce que les gens veulent avoir 50 variétés, mais quand ils vont, ils en prennent juste une. C'est ça. Donc, c'est une question de société, là. Puis plus on produit, plus on surproduit, plus on endommage la planète. Aussi. Fait qu'il faut avoir une conscience qui est au-delà du gaspillage alimentaire, mais qui va sur la surproduction alimentaire aussi, parce qu'on veut des comptoirs. Puis là, on l'a vécu un peu là, avec la pandémie, des problèmes d'approvisionnement. Là. Puis les gens, là, ils étaient, mon Dieu. Oui, mais c'est ça. Mais il va falloir s'habituer, malheureusement, à ce contexte-là, parce qu'il y a un autre élément, Mère Nature, elle se déchaîne de plus en plus. Puis ça peut avoir des répercussions sur les récoltes. Les récoltes, c'est ça. Puis c'est ça. Puis c'est drôle, parce que tu disais, il faut apprendre à cuisiner, mais on dirait dans l'époque où il n'y a jamais eu autant d'émissions de cuisine, de bouffe, tout ça, mais on ne fait pas à manger. Non, on s'assoit pour les regarder, on dit, mon Dieu, que ça a l'air bon. Ça a l'air le fun, c'est ça, mais on le fait pas. Je pense que moi, je vois des gens autour de moi qui commencent à cuisiner parce qu'ils voient ça sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis, ce qui fonctionne, là, c'est les recettes simples et faciles. Commencer, facile. Là, parce moi, je trouve que souvent, il y a les émissions de télé, il y a trop d'étapes, il y a trop d'affaires, c'est trop long. On peut-tu juste avoir des recettes, là? Fais-moi des recettes en 15-20 minutes, puis on peut manger 30 minutes, on est à la table, puis on mange bien. Donc,
C'est ça que les gens veulent, surtout quand ils ont des enfants, sont étudiants, ils veulent manger, mais aussi, souvent, ces émissions de télé-là, tu dis, il faut être riche pour manger cette recette-là, ça a l'air. Tu sais, les morceaux. Donc, revenir à du basic, un bon potage maison, des choses comme ça, puis c'est bon, puis c'est nourrissant. Fait que c'est là, il faut retourner aux bases. Puis des affaires simples. Tu sais, moi, je veux dire, je me fais un petit potage, un truc, puis je vais souvent mettre des pois chiches dedans pour rajouter un peu de protéines. Tu sais, puis le pois chiche change rien au goût. Tu sais même pas qu'il est là parce que tu le broies, puis tu vas rajouter de la protéine. Puis tu sais, fait que déjà, juste ton potage t'amène bien des choses, les nutriments des légumes et un peu de protéines. Puis ça paraît pas, puis c'est pas long. Mais non. Parce que ça, encore plus, ça se fait tout seul. Tu mets les affaires là-dedans, tu le laisses. Mais tout à fait. Mijoter, puis quand c'est prêt, tu bois, puis c'est comme. C'est ça. Mais aussi, ce qu'on s'aperçoit chez les personnes vraiment en situation de défavorisation, c'est qu'ils n'ont pas toujours les équipements pour pouvoir cuisiner. C'est ça. C'est un autre enjeu. C'est un autre enjeu. Fait que, tu sais, ça, va falloir qu'on l'adresse, là. À ce moment-là. Tu sais, il y a eu une grande mode des cuisines collectives. Ça a disparu un peu. Je pense qu'il faut revaloriser les cuisines collectives, pas des cours de cuisine, les cuisines collectives où on peut avoir des gens qui viennent cuisiner, qui ont accès à des équipements leur permettant de faire des préparations à ce moment-là. Puis repartir avec la bouffe qu'ils font. Parce que tu parlais tantôt, on a juste à mixer mais un pied mélangeur ou un blender. C'est pas tout le monde qui a ça. Puis dire, c'est un pile patate, vas-y, mets de l'amour, puis tu vas y arriver. Mais non, mais il faut donner le truc, puis il faut le montrer aux gens que tu es capable de la faire pareil avec ton pile patate, mais ça demande un petit peu plus d'amour dans le sens, puis ton fouet, puis tu vas y arriver. Mais les gens, souvent, ils se limitent à cuisiner parce qu'ils n'ont pas les équipements ou, ce que j'ai beaucoup vu, c'est qu'ils ont peur du gaspillage alimentaire. OK? Les gens plus défavorisés, comme tu nommais, si j'achète ça, ils ne savent pas quoi faire, comment les transformer. Tu sais, souvent, moi, je dis, tu as un petit congélateur, coupe-la tout de suite, ta carotte, blanchis-la, mets-la au congélateur, tu la mettras pour ta prochaine soupe après. Mais les gens ont perdu. Tu sais, à une certaine époque, on travaillait pour cultiver nos légumes. Fait qu'on connaissait la valeur du travail qui était derrière le légume. Là, on va à l'épicerie, on le ramasse, on s'en va chez nous. Oui, on a la valeur de notre travail de le payer. Là, on est plus sensibilisé avec la hausse des prix. Mais reste quand même, je pense qu'il y a des choses qu'on doit repartir dans nos communautés pour soutenir. Nous, les complices, on fait des choses, au moins de l'accessibilité. Mais là, on voudrait que les gens, avec des fiches recettes simples, mais là, il faudrait qu'on soutienne les gens à pouvoir cuisiner puis manger ces produits-là aussi. Moi aussi, j'en ai jeté, là, puis une journée, j'ai fait, mais ça n'a pas de maudit bon sens, là, tu sais. Puis, tu sais, tu le mets dans un sac juste pour te faire visualiser, là. Ah, ça, je l'ai oublié dans le fond du frigo, puis ces choses-là. Fait qu'aussi, c'est diminuer la quantité qu'on produit de restants aussi. Parce que, en général, ce qu'on jette, c'est nos restants. Qui restent là. Ça me tombe pas, ça, on va le laisser là. Fait qu'il faut se discipliner. Si tu en fais une grosse batch et que tu essaies de manger 3 soirs de suite le même plat, sinon, oublie ça. Là. Fait que ça aussi, fait que le gaspillage, je pense qu'il faut l'apprendre, mais il faut que ça commence par nous-mêmes. Vraiment par nous-mêmes. Puis d'arrêter de vouloir avoir des légumes parfaits, puis d'accepter de valoriser. Le prix, il diminuerait peut-être aussi. Tu sais, si on avait dans nos épiceries, moi, ce que j'appelle des légumes moches, moi, j'irais tout de suite acheter les moches si on m'y vend moins cher. Parce que je sais qu'ils goûtent la même chose. Exactement. C'est ça. Mais on n'a pas cette option-là encore. Non. Puis là, tous, on veut des moches. Il faut que j'arrête ça là. On aurait pu parler encore une heure. Je sais, on a plein de sujets. Tu reviendras. Ça fait plaisir. Moi, tu sais, tu m'ouvres une porte et je suis partie. J'avais plein d'autres sujets, mais regarde, c'est ça. Fait que, on va se dire à la prochaine. Merci. À bientôt. Bye.